Bienvenue à vous tous dans ce nouveau panorama de l'actualité qui s'ouvre à Ferkessédougou. Cette ville de la région de Thiologo accueille son deuxième commissariat. 50 policiers y ont été affectés. Un projet qui a vu le jour grâce au conseil régional du Thiologo qui tient dans la sécurité locale. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui ont procédé à l'inauguration. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé au total une subvention de 1,9 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Cette subvention non remboursable vient pour le financement des parcs nationaux de Taï, de la Comoé, d'Azani, du Mont Sangwe et des réserves naturelles de Cavali et de Bossémati. Et puis une quinzaine de dirigeants alliés de l'Ukraine ont tenu ce dimanche à Londres un sommet crucial pour imaginer de nouvelles garanties de sécurité en Europe face aux craintes de lâchage par Washington. L'Europe doit faire le gros du travail en Ukraine, mais avec le soutien des États-Unis, a martelé le Premier ministre britannique Keir Starmer à l'issue de la réunion. Bonjour à tous, posons tout d'abord nos valises à Ferkessédougou. Cette ville de la région du Thiologo vient d'ouvrir son deuxième commissariat, une réalisation du conseil régional inauguré par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Bagondo Diomandé. Regardons. La commune de Ferkessédougou dispose désormais d'un deuxième commissariat de police. Il est situé au quartier Gare. C'est un investissement à mettre à l'actif du conseil régional du Thiologo avec à sa tête le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Une action saluée par les populations. Le commissariat de police du deuxième arrondissement de Ferkessédougou a été entièrement équipé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Bagondo Diomandé présente officiellement le commissaire de police Sanlé Dromaï comme étant le chef des services. Il sera aidé dans sa tâche de sécurisation par une cinquantaine de policiers. Cet édifice parle de vos actions à la tête de cette région que vous tenez si bien. Commissaire, faites en sorte que le moindre bruit ne puisse pas nous parvenir en termes négatifs, bien au contraire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a profité de sa présence pour offrir officiellement un véhicule et 4 motos pour faciliter la mobilité de ses agents. À Ferkessédougou, comme partout en Côte d'Ivoire, rien ne sera négligé pour la défense nationale et la sécurité des personnes et de leurs biens. Je vous exhorte donc à une collaboration franche, sincère et citoyenne avec nos frères de la sécurité et de la défense. De même, il incombe aux forces de l'ordre de créer et d'entretenir ce lien de confiance avec les populations à travers une parfaite et sincère collaboration dans un cadre de communication permanente. 2 commissariats de police et 2 brigades de gendarmerie construits par le conseil régional du Thiologo en moins de 5 années. Téné Birahima Ouattara et son équipe ne comptent pas s'arrêter là. Un commissariat de police est annoncé du côté de Diawala. Un reportage signé Kader Sogonogo. Tournons les regards vers cette séance de travail des auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly et la communauté orthodoxe de Côte d'Ivoire sont reçus par Epiphane Zorobalo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des missions d'éducation et de sensibilisation des populations, selon le premier responsable de l'institution. Julien Gogo, Marie-Chantal Akandan. La première vague de visites concerne des auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Ils ont été instruits pour la circonstance par les experts de la HABG sur le volet éducation et formation. À ces auditeurs-là, de s'assurer qu'il existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire un dispositif juridique et institutionnel pour prévenir et lutter contre la corruption. De s'approprier ce dispositif. Permettre à nos auditeurs de connaître, s'imprégner de leur parcours de leader afin qu'ils puissent être des modèles pour eux. À leur suite, porteuse d'un message de paix et de soutien aux actions de la HABG, une délégation du clergé orthodoxe a été reçue par Epiphane Zorobi. Nous sommes ici
pour que nous puissions aussi aider pour que cet État puisse progresser, que ça soit un État fort et prospère. La question de la gouvernance et de la lutte contre la corruption a été indiquée par le président de la République comme l'une des priorités. Et pour asseoir l'intégrité, ce n'est pas le fait du seul gouvernement, mais toutes les parties prenantes, toutes les composantes de notre société. Mise en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est un organe du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Dans la mise en application de ces missions, la HABG initie des rencontres avec toutes les couches de la société. L'objectif est de faire de chaque citoyen, institution ou communauté religieuse des ambassadeurs de la lutte contre la corruption. Voilà, le changement de mentalité est nécessaire dans tous les compartiments, y compris dans l'administration. Et justement, pour une administration publique dynamique, la ministre de tutelle vient de lancer le projet Pacte, partenariat pour une administration citoyenne et la transformation de l'État. Il est soutenu par la France à hauteur de 619 millions de francs CFA. Nadège Kassi, Marie-Chantal Akandan pour les détails. Le lancement du projet Pacte, partenariat pour une administration citoyenne et la transformation de l'État, marque une étape clé pour l'administration publique ivoirienne. Objectif, moderniser l'administration publique en renforçant la collaboration entre les citoyens et les services de l'État. La ministre d'État Désirée Anne Ouloto indique que 9 localités du pays serviront de terrain d'expérimentation. Aujourd'hui, le monde parle d'intelligence artificielle. Il y a de cela quelques jours, la France a rassemblé ses amis et partenaires pour justement parler de ce défi d'intelligence artificielle et comment y arriver si nous n'accélérons pas notre processus de modernisation de notre administration. Un engagement soutenu par la France. Ce projet pilote sera intéressant également pour nous en France, parce que nous aussi, nous essayons d'améliorer la flexibilité, la compétitivité de notre administration. Vous voyez bien que c'est un des grands sujets aujourd'hui dans le monde. Et disons les choses, si un pays qui tire son épingle du jeu et qui s'en sort bien, c'est bien la Côte d'Ivoire. Le projet Pacte ouvre ainsi la voie à une administration plus connectée aux réalités locales. Et les lignes bougent également du côté du ministère en charge de la jeunesse. Demain démarre la foire nationale de l'emploi et du recrutement. C'est au Palais de la Culture Abidjan-Treichville. Le ministre Mamadou Touré, reçu sur le plateau du 20h, a livré les enjeux de cet événement. Extrait. C'est une foire, c'est un carrefour des opportunités. On n'a pas voulu simplement aller faire une rencontre pour spéculer, discuter, etc. Bien évidemment, il y aura donc des opportunités pour des jeunes qui ont un besoin d'accompagnement. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des opportunités mobilisées. Il faut que devant chaque opportunité, on ait un profil qui corresponde. Et c'est ça le but donc de cet exercice. Donner à ces jeunes Ivoiriens l'opportunité de décrocher leur premier emploi ou bien une formation à visée donc d'insertion. Alors je vais rappeler aussi que c'est vrai que la foire s'ouvre à Abidjan au Palais donc, de la Culture demain jusqu'au vendredi, mais nous allons donner l'opportunité aux jeunes sur l'ensemble du territoire national de pouvoir aussi bénéficier de certaines opportunités. Dans ce sens, dans toutes les agences régionales de l'Agence Emploi Jeunes, dans toutes les sous-préfectures et dans tous les guichets emploi sur l'ensemble du territoire national, dès demain, il y aura des fiches d'inscription pour ceux qui ne pourront pas être à Abidjan et qui peuvent aller donc postuler pour avoir des formations à visée d'insertion ou bien postuler pour être retenus par des entreprises ou dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité, dans le programme TIMO, 14 000 jeunes, comme je l'ai dit, seront recrutés et vont aider nos mairies, nos communes, nos villages et nos sous-préfectures. Rappelez que nous nous adressons à toutes les couches de jeunes. Donc, vous avez des cadres supérieurs, eux, ils iront à l'Hôtel Ivoire. Puisque nous avons près de 150 opportunités de recrutement de cadres supérieurs, dont de très haut niveau. Ça sera donc à l'Hôtel Ivoire pendant les 3 jours. Ensuite, nous avons les cadres moyens, les agents de maîtrise, les ouvriers. Eux, ça sera au Palais donc, de la Culture. Et pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, dont les plus de 14 000 jeunes qui seront mobilisés pour aider les communes et les sous-préfectures, ça sera simultanément
au palais donc, de la culture, mais dans les communes et dans les sous-préfectures. Bien évidemment, vous avez le site internet de l'Agence Emploi Jeunes, www.agenceemploijeunes.ci. D'ailleurs, à date, au moment où je vous parle, plus de 3000 jeunes sont déjà inscrits donc, sur cette plateforme. Cette plateforme consacre aussi une révolution. On en vient à ce financement important dans le domaine de l'environnement. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé une subvention de 1,9 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Cette subvention non remboursable vient pour le financement des parcs nationaux de Taï, de la Komoué, d'Azani, du Mont Sangwe et des réserves naturelles de Cavali et de Bossé-Batier. Grace Kando nous en parle. La Côte d'Ivoire compte 18 parcs nationaux et réserves naturelles, dont 6 viennent de bénéficier d'une subvention non remboursable d'un montant d'1,911 milliard de francs CFA. En témoigne cette signature de convention entre la structure donatrice, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, et l'Office ivoirien des parcs et réserves, structure bénéficiaire. Donc l'objectif, c'est de pouvoir donc doter le réseau des aires protégées de Côte d'Ivoire, des guichets de financement pérenne, de telle sorte qu'avec l'appui de la Fondation et aussi bien sûr de la contribution de l'État de Côte d'Ivoire, qu'on puisse donc gérer le réseau de nos aires protégées comme le fait actuellement l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces fonds vont servir au financement de coûts récurrents des parcs nationaux. Il s'agit de mener des activités de patrouille pour assurer l'intégrité de ces espaces. Et l'autre élément qui est important, c'est que nous allons apporter des appuis aux populations qui vivent à la périphérie de ces aires protégées. Et l'autre élément, c'est qu'on va mettre en place des séances d'éducation, des sensibilisations des populations pour qu'elles contribuent à la préservation de l'espace. Depuis 1994, la Côte d'Ivoire a engagé la réforme de son système de gestion des aires protégées. Cette réforme a été consacrée par l'adoption de la loi 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et réserves naturelles. Et l'une des grandes innovations de cette loi est la mise en place d'un mécanisme de financement pérenne à travers la création de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. De 2014 à 2025, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé au total à l'Office ivoirien des parcs et réserves des subventions non remboursables d'environ 14 milliards de francs CFA. Les acteurs de la faune ivoirienne sont dotés d'une nouvelle loi sur la gestion de celle-ci. Mais pour donner de l'ampleur à cette loi, il faut des textes d'application forts et prenant en compte toutes les préoccupations. C'est la réflexion autour du contenu de ces textes qui, durant 2 jours, a réuni un atelier, la tutelle et ses partenaires à Abidjan-Cocody. Franck Kwadio, Ngata Kwami. Après son adoption, la nouvelle loi portant gestion de la faune doit s'enrichir de textes d'application adaptés. L'avant-projet de ce texte est donc soumis aux acteurs du secteur faunique. Ensemble, nous allons poser les bases concrètes de la mise en œuvre de cette loi, afin qu'elle devienne un levier réel de conservation et de développement durable. Les avant-projets de décret que nous examinerons aujourd'hui et durant ces 2 jours ne sont encore que des ébauches. Ils attendent vos lumières, vos expériences, vos suggestions pour être affinés, enrichis et dignes d'être présentés au gouvernement. Avant-projet de texte à consolider et leur validation à l'issue des réflexions, la société civile est au nombre des acteurs invités. Le constat, c'est vrai que depuis 1965, où il y a eu la première loi sur l'exercice de la chasse, vous convenez avec moi qu'en 1974-73, la chasse était fermée et puis bon, tout ce qui se pratiquait, c'était de façon, je dirais, illégale. Et donc maintenant qu'il y a une loi qui va permettre, qui va jeter les bases pour la bonne conservation, nous sommes tous pour cette loi et nous allons l'enrichir. Rappelons que la Côte d'Ivoire a adopté 2 lois sur la gestion faunique, celle de 1965 et 1994. La nouvelle loi implique de nouvelles exigences dont la traçabilité des produits de faune, les sanctions et l'implication des collectivités. Le magazine du dimanche a reçu Cyril Kofi, le président du comité d'organisation du forum Intex Santé. Il a fait le point de ce forum qui a rassemblé ici à Abidjan des experts du domaine médical et numérique. Voici un extrait.
l'objectif principal de ce forum-là était de pouvoir mettre en évidence et mettre en avant les innovations technologiques dans le domaine de la santé. Donc Intech Santé, ça a été 7 panels pour un atelier, autour de 26 intervenants, pour un peu plus de 15 exposants et un peu plus de 1000 visiteurs. Les pays africains ont besoin de construire des hôpitaux, ont besoin d'en réhabiliter. Donc la Côte d'Ivoire le fait également depuis plusieurs années. Il y a également le second point qui peut être au niveau de la modernisation des plateaux techniques. Parce qu'en fait, nos pays africains s'appuient essentiellement sur l'État dans le développement. Donc c'est l'État qui impulse le développement. Et puis le troisième ordre, il est dans l'approche de la facilité de la prise en charge du patient lui-même, au travers de 2 aspects. Le premier aspect qui est l'aspect qualité de formation des professionnels de santé, et le second aspect qui est l'aspect couverture maladie. Comment faciliter et réduire considérablement les coûts. Et puis le dernier volet, c'est un volet relativement à l'innovation et la technologie. On ne peut que trouver d'autres leviers pour accompagner les 4 ordres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ces leviers-là, comme cela a été le cas pour l'inclusion financière avec la téléphonie mobile et le mobile money, nous pensons, et c'est ce qui a motivé l'organisation de ce forum-là, que la technologie peut être un élément qui va faciliter, qui va aider à rapprocher le plus possible la structure sanitaire des populations. Voilà, rapprocher les médecins des populations à travers le numérique est à saluer, tout comme cette initiative des jeunes médecins engagés, une ONG de 27 médecins qui se rendent sur le terrain pour consulter des patients et apporter des solutions aux problèmes de santé des populations. Ils étaient à Tomono, dans la région du Béry, à Boussanogo. C'est dans le village de Tomono, dans le canton Kanyene, dans la région du Béry, que l'ONG Jeunes Médecins Engagés est allée à la rencontre des populations pour des consultations foraines. Consultations essentiellement axées sur le dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle, du paludisme et l'application des soins médicaux, avec un seul objectif: rapprocher la santé des populations. Nous avons pu dépister 423 personnes de tout âge. Il y avait des personnes qui avaient le diabète, des personnes qui avaient l'hypertension, qui avaient des chiffres tensionnels vraiment élevés. Les habitants de Tomono ne se sont pas fait prier pour répondre à l'appel de l'ONG Jeunes Médecins Engagés. Notre localité a des centres de santé, mais on a très souvent tendance à avoir que des infirmiers chez nous. Donc avoir des médecins de tout genre avec des spécialités différentes, c'est un honneur pour notre localité de les recevoir. L'ONG Jeunes Médecins Engagés est une organisation qui œuvre pour le bien-être de la population dans le domaine de la santé et extramédicale. Il a pour objectif de sensibiliser la population sur la santé, de faire la promotion de la médecine sociale et du bénévolat social et venir en aide aux personnes démunies. Autre volet de l'actualité, échange entre le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques et ses représentants au conseil d'administration des sociétés d'État. Une rencontre d'évaluation ce jeudi 27 février 2025 de la performance et de la gouvernance des entreprises publiques. Léon Brou. En 3 ans, le résultat net accumulé des 51 entreprises du portefeuille de l'État s'est multiplié par 4 pour ressortir en 2024 à 254 milliards de francs CFA. Cette performance, le ministre du Patrimoine et ses collaborateurs d'accord pour la préserver. Il faudrait que les administrateurs qui représentent le ministère en charge du portefeuille de l'État, garant donc de la supervision de ce système, soient suffisamment imprégnés de certaines questions, qu'il joue un rôle moteur pour faire en sorte que tout ce qui est relatif à la mise en œuvre des recommandations des différents instruments de contrôle et de performance puisse effectivement être pris. Sur la gouvernance de ces 51 sociétés d'État, faible niveau de mise en œuvre des bonnes pratiques, entre autres reporting financier périodique, tenue des assemblées générales des conseils d'administration, transmission à bonne date des lettres de mission, suivi des recommandations des audits. Pour améliorer ces indicateurs, de nouvelles orientations et consignes de la tutelle assémandant au conseil d'administration. Objectif, hausse des recettes publiques. Ce sont des ressources additionnelles qu'on met à la disposition du trésor public et c'est de l'argent qui va servir à construire des routes, des écoles, équiper des centres de santé, permettre à des populations d'avoir de l'eau potable,
ou d'avoir de l'électricité, ainsi de suite. En plus des 51 sociétés à capitaux exclusivement publics, le portefeuille de l'État est censé s'étendre aux sociétés à participation financière publique, majoritaire et minoritaire, de même que les structures sous contrôle de l'État. Alors, des évaluations portent toujours en rechercher l'excellence à l'image du concours Miss Mathématiques. L'édition 2025 a été lancée ce mercredi 26 février au lycée Sainte-Marie de Cocody. Les établissements sont invités à inscrire leurs meilleurs élèves en mathématiques sur le site officiel du concours Miss Mathématiques du 7 mars au 16 avril prochain. Amakadi Kone, Sidonie Davila. La Société mathématique de Côte d'Ivoire lance la 19e édition du concours Miss Mathématiques. Initiée pour mettre en lumière les jeunes filles excellentes dans cette discipline, cette compétition vise à encourager leur engagement dans des carrières scientifiques. Du 7 mars au 16 avril, chaque établissement pourra proposer 7 candidates, à savoir 4 meilleurs élèves en terminale C ou E et 3 autres meilleurs élèves en classe de 3e. Pour qu'une fille en 3e soit candidate au concours, elle doit avoir au moins 14 de moyenne dans les 2 trimestres et elle doit être âgée d'au plus 16 ans. Pour les terminales, alors, elle doit avoir également sur les 2 trimestres une moyenne au moins supérieure à 10 et être âgée au plus de 19 ans. Avec cette nouvelle édition, la Société mathématique de Côte d'Ivoire réaffirme son engagement en faveur des jeunes filles dans le domaine des sciences. Le concours Miss Mathématiques a pour objectif de promouvoir la culture de l'excellence dans le secteur éducation-formation, de mobiliser les acteurs du système éducatif afin qu'elles s'approprient cet événement qui célèbre l'excellence chez la jeune fille. Madame le ministre fait savoir que ce concours lui tient à cœur parce qu'il permet d'encourager nos jeunes filles à s'intéresser aux disciplines scientifiques en général, mais spécifiquement les mathématiques. Le concours Miss Mathématiques représente une opportunité pour valoriser l'excellence féminine et encourager davantage les filles à exceller en mathématiques. L'année dernière, la lauréate a reçu une bourse d'études d'une valeur de 30 millions de francs CFA. En politique, 2004, fils et filles du département d'Issia viennent de rejoindre le RHDP. C'est à l'initiative de la coordination régionale du RHDP dans le Haut-Sassandra, conduite par le ministre Mamadou Touré. Patricia Omouetia. Ces nouveaux adhérents issus des localités de Tapegua, Boguedia, Namane, Zépregué ont justifié leur décision par la politique de gouvernance du président Ouattara qui a un impact significatif sur leur quotidien. Se réjouissant de la forte mobilisation des militants, Mamadou Touré, coordonnateur régional du RHDP, a informé la direction de son parti de la forte progression du RHDP dans le Haut-Sassandra et surtout à Issia. Nous avons noté une forte progression de notre parti ici à Issia. Les populations sont sensibles à l'ensemble des réalisations qui ont été faites par le président. Quand on sait que Issia fait partie des zones les plus difficiles au niveau politique pour nous, et quand on regarde l'évolution donc de l'électorat, nous pouvons affirmer sans forfaiture que personne ne pourra nous battre à l'élection présidentielle de 2025. Les invités spéciaux Amadou Koulibaly et Miss Belmonte Dogo, à leur tour, ont assuré les nouveaux adhérents qu'ils ne regretteront pas d'avoir fait ce choix. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, a lancé un appel aux Ivoiriens qui hésitent encore à rejoindre le RHDP. Ceux qui n'ont pas su saisir l'opportunité du RHDP, quand on le crée en 2005, nous vous tendons la main. Venez pour que, ensemble, nous puissions construire une Côte d'Ivoire du développement, une Côte d'Ivoire de la paix. Au nom de la direction du RHDP, Ibrahima Sissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, a salué les nouveaux adhérents pour la décision prise d'intégrer le RHDP. Il les a mis en mission pour la victoire en octobre prochain. En choisissant donc de venir au RHDP, je dis bien que vous avez fait le bon choix, le choix de la raison. Nous allons rendre compte au président de la République. Nous allons rendre compte au président du directoire. Nous allons leur dire que le Haut-Sassandra est en ordre de bataille. Que 2025 va être ici, dans le Haut-Sassandra, une simple formalité. Avec cette grande mobilisation, le RHDP dans le Haut-Sassandra annonce déjà les couleurs pour la présidentielle de 2025. À présent, le 7 sur 7, le tour du monde de l'actualité internationale avec Amakadi Kone et Sidonie Davila.
Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a signé un accord de paix avec une faction du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC. Le président Umaro Sissoko Embalo annonce les prochaines élections présidentielles et législatives pour le 30 novembre 2025, une décision qui est jugée par l'opposition comme une manœuvre politique calculée pour prolonger son mandat. Au Burkina Faso, 3 personnes ont été condamnées à la prison à vie pour le double assaut contre l'état-major de l'armée et l'ambassade de France qui avait fait 8 morts le 2 mars 2018 à Ouagadougou. L'opération avait été revendiquée par le groupe GSIM lié à Al-Qaïda. En Turquie, le fondateur et chef historique du Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, Abdullah Öcalan, appelle à la dissolution du mouvement. La déclaration a été lue par les députés kurdes qui lui ont rendu visite dans sa prison au large d'Istanbul. En République démocratique du Congo, au moins 11 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées dans 2 explosions lors d'un meeting de l'Alliance Fleuve Congo à Bukavu dans l'est du pays. Le groupe armé M23 affirme avoir appréhendé 2 individus qui l'accusent d'être impliqués dans l'explosion et annonce poursuivre la traque des autres suspects. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, n'a pas officiellement quitté l'armée. Ce dernier promet en revanche une annonce importante dans les jours à venir. Ce dimanche à Londres, une quinzaine de dirigeants alliés de l'Ukraine se réunissent pour un sommet crucial. L'objectif principal est de discuter de nouvelles garanties de sécurité pour l'Europe. Ces craintes ont été exacerbées par la confrontation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Dieu nous garde. Bonsoir.